Ce qu'on appelle des hydrocarbures dans la Terre. Ces hydrocarbures ne sont justement que du carbone décomposé. Et après avoir cherché un peu ce qu'on pouvait en faire, on s'est dit on va les brûler. Et quand on les brûle, on remet des particules de CO2 dans l'atmosphère, un peu, et puis de plus en plus parce qu'on a trouvé ça rigolo. Et donc, on en a eu beaucoup. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte que ça s'appelle un peu le changement climatique pour les nuls, ce que je vous fais, hein, mais c'est pour le faire vite, et tout le monde se sent plus intelligent après. Et aujourd'hui, on émet à peu près 55 milliards de tonnes de CO2 équivalent, parce qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas du CO2, on y reviendra peut-être plus tard, dans l'atmosphère. Et la Terre est bien faite, puisqu'elle a instauré elle-même toute seule un mécanisme de recyclage d'une partie de ses émissions par deux phénomènes. La photosynthèse, donc les arbres et les plantes qui capturent une partie du CO2, et les océans qui également recyclent une partie du CO2. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas le but de ce son. Et donc, youp, on en enlève une petite partie. Mais chaque année, il reste quand même une grande partie qui vient s'accumuler dans l'atmosphère, environ 40 milliards de tonnes de CO2 équivalent, et qui va faire du forçage radiatif, pas pendant 1 an, mais pendant 100 ans, minimum. Et donc, le réchauffement qu'on voit aujourd'hui, parce que ça on est d'accord que c'est plus de réchauffement, le réchauffement qu'on voit aujourd'hui est un réchauffement cumulatif, avec toutes les particules de l'année dernière, de l'année d'avant, des années 1950 aussi. Et c'est pour ça qu'on est en train de créer ce qu'on appelle une bombe climatique, puisque de plus en plus, on a de plus en plus de particules qui s'accumulent, qui vont créer de plus en plus de réchauffement radiatif, qui vont créer de plus en plus de chauffage, qui vont créer de plus en plus d'énergie dans le système, qui vont créer de plus en plus de perturbations. Vous avez tout compris. On pourrait s'arrêter là, on dirait c'est cool. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à un état d'équilibre? Ah ben il faudrait que les émissions baissent. Alors là, on va réduire nos consommations d'énergie, on va manger un peu moins de viande et tout ira bien. Et puis on n'a qu'à éteindre les lumières en partant. Et de l'autre côté, il faudrait qu'on augmente les absorptions. Pas de bol, c'est le contraire qui se passe. Depuis à peu près que la révolution industrielle a existé, on a multiplié depuis 1950 la consommation d'énergie dans le monde par 5. Donc au lieu de baisser, ça a plutôt tendance à augmenter. Il y a de plus en plus de gens qui veulent rouler en voiture, notamment avec un développement, mais aussi chez nous, on fait de plus en plus de kilomètres. Et de l'autre côté, les absorptions, elles baissent aussi. Pas de chance. Et en plus, on a encore des problèmes qui sont liés au pergélisol, qui sont au stock de méthane dans les océans, qui pourraient venir nous rajouter des émissions par-dessus la tête, qui fera en sorte que tous les efforts qu'on a à faire seraient compliqués. Retenons que si on a envie d'agir de manière équitable, il faut diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, ce qui veut dire à peu près par 10 dans les pays développés. Ça veut dire vivre avec un dixième de ce qu'on a aujourd'hui. Facile. On va faire ça comme ça demain matin. On va essayer de voir comment on peut faire ça. Il y a un gars sympa qui s'appelle James Hansen qui a pris sa retraite la semaine dernière, qui est un des grands scientifiques américains, qui nous a dit, si on veut arriver à faire ça, il faut baisser en valeur absolue les émissions mondiales de 10% par an tous les ans. Vous êtes à 100 cette année? 90, 81, 72, et en 5 ans, vous avez divisé par 2 vos émissions de gaz à effet de serre. Qui pense que c'est réaliste? Thank you very much. Ben voilà, démonstration faite, on ne va pas y arriver. Ok? Donc en France, on s'est fixé un truc qui s'appelle le facteur 4. Facteur 4, ça veut dire au lieu de diviser par 10, on divise que par 4. Ça c'est cool. En fait, c'était un jeu politique, vous y connaissez un politique, où on s'est dit, il faudrait faire facteur 8 si on prend les émissions par tête d'habitants, et facteur 0,25 si on prend par euro de PIB français. On va jouer des fléchettes, et comme on ne savait pas très bien viser entre 0,25 et 8, on est tombé tous au milieu, ça fait facteur 4. Il y a une note qui est écrite, c'est comme ça que ça a été fait. Et donc, c'est génial, et on va donc faire facteur 4 en 2050, mais ça reste infaisable. C'est moins 75% d'émissions de gaz à effet de serre en 2050, ça veut dire moins 4% par an tous les ans, messieurs dames. Quoi qu'il arrive, avec plus de personnes sur votre territoire, avec plus d'envie, avec plus de consommation, quand même moins 4%. Avec 2% de croissance économique, moins 4%. Difficile. Hop, donc, une tonne de CO2, c'est ce qu'on a droit à peu près. Si on prend 11 milliards de tonnes de CO2 avec 11 milliards de personnes, ça fait une tonne de CO2 par personne par an. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une tonne de CO2 sur un an? Une des actions suivantes. 6 000 km en voiture, ça c'est encore jouable. Se chauffer pendant 3 mois. S'éclairer pendant 1 an. Faire un vol, construire 2 mètres carrés de logement, acheter un dixième de voiture, on va avoir du déficit, placer 1 000 € en banque.
Voilà, ça fait plus grand chose. Hein. Ça c'est pour la réflexion avec le patrimoine de nos ministres. Hein. Vous savez tout ça. Ça on sait tous qu'ils ont beaucoup de CO2 en banque aussi. Alors finalement, puisqu'on ne va pas réussir à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, il faut accepter les conséquences du changement climatique. Et les conséquences du changement climatique, c'est que il va se passer des trucs bizarres, on ne va pas réussir à réduire le réchauffement à maximum de degrés Celsius, on va forcément aller au-delà, on va aller au-delà plus vite que prévu, et certains territoires vont s'en sortir moins bien que d'autres. Par chance, en Bretagne, vous êtes plutôt pas mal que par rapport à certains autres, je pense à la Méditerranée notamment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des températures très froides, des températures très chaudes, vous avez la moyenne. La moyenne sur Terre, c'est 15 degrés Celsius. Vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à 15 degrés Celsius? Non. Hein. On va avoir des problèmes quand il fait très chaud, quand il fait très froid. Donc, typiquement, si j'ai un seuil de risque qui est là, je vais calculer la probabilité d'avoir un problème. C'est la superficie au-delà de mon seuil de risque en dessous de ma courbe 2, ramenée à la superficie totale de ma courbe. Aujourd'hui, c'est pas énorme. Mais si je décale de 2 degrés Celsius, je décale toute ma courbe. Et donc vous voyez tout de suite que la superficie devient un peu plus grande si je n'arrive pas à décaler en même temps l'endroit où j'ai mes problèmes. Et donc en tant que gestionnaire territoriaux, est-ce que votre rôle, c'est de faire en sorte de gagner un pouillème de CO2 par an sur votre territoire, ou est-ce que votre rôle, c'est de faire en sorte que les rivières ne débordent pas quand il pleuvra un peu plus dans 10 ans? Est-ce que votre rôle, c'est de faire en sorte que les habitations tiennent quand il y a 200 km/h ou 150 km/h qui viennent dans une tempête? Quel est votre rôle précis de gestionnaire? Ça, c'est ce qu'on appelle finalement l'adaptation aux conséquences du changement climatique, les sécheresses, les inondations, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi l'adaptation économique aux conséquences du changement climatique. Il y a aussi l'adaptation aux ressources. Est-ce que les ressources dont je dispose, je les aurai toujours demain? Est-ce que les entreprises sur mon territoire pourront toujours fonctionner? Elles, mais leurs fournisseurs, est-ce qu'elles pourront toujours vendre? Ça, c'est les risques. Et d'après moi, un bon gestionnaire doit se préoccuper de ces risques en premier, avant d'essayer d'avoir l'étiquette gouvernementale sur son épaule. Disons-le très clairement. Donc, je vous conseille de travailler là-dessus, parce que si vous ne le faites pas, ça va vite devenir intenable. Les risques non réassurables sont multipliés par 25 avec 1,6 degré de température. On sait qu'on va aller au-delà, donc on va dans une catastrophe au niveau de la financiarisation de l'économie du risque. Pour le dire très très simplement. Et ceux qui ne comprennent pas, j'expliquerai plus tard dans la question-réponse. Donc j'ai fait que le point 1. Alors 2, il faut penser globalement les politiques, et donc quelques incohérences et une logique. Loin de moi l'idée de pointer les mauvais comportements. Hein. Prenons la voiture verte et les transports verts. On a dit, ce serait vraiment bien que les véhicules consomment moins. Et donc, on a mis des normes sur le CO2 au kilomètre. Pourtant, quand je regarde, le transport en Europe a augmenté 30% depuis 1990, alors même que l'efficacité au kilomètre parcouru a baissé, a été divisée par 2. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui ont plus de voitures, qui font chacun plus de kilomètres. Et donc l'équation, le CO2 des transports, oui, c'est le CO2 au kilomètre parcouru, et l'industrie a fait son travail, mais je multiplie ça par le nombre de kilomètres fait par véhicule, qui a augmenté, le nombre de véhicules par ménage qui a augmenté, et le nombre de ménages qui a augmenté. Qui contrôle ça? Où sont les lois là-dessus? Comment est-ce qu'on fait pour dire, ce serait bien d'avoir un peu moins de ménage, nous? Alors, vous voyez, si on ne le fait pas, on a un problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment pas le paramètre le premier sur lequel on va avoir envie d'ajuster. Mais dans une équation complète, si on travaille que sur un des paramètres, on ne maîtrise aucunement le résultat final. Il faut travailler sur l'ensemble du paramètre. Et alors, il y a un économiste qui a écrit une équation pour ça. Ça marche aussi dans le bâtiment. Vous lirez, je vous laisserai les transparents. Dans les bâtiments, on a le même genre de truc. On travaille sur kilowattheure par mètre carré en disant on va faire des logements thermo-efficaces, mais il y a 6 autres paramètres qu'on ne gère pas du tout. Par exemple, combien de mètres carrés par habitant est-ce qu'on octroie aux gens? Hein? Et alors que les bâtiments sont de plus en plus grands et que la taille des ménages descend. C'est embêtant. Donc je vous passe les détails, vous avez compris. Donc c'est un type il s'appelle Kaya, c'est un japonais, il n'est pas très connu. Mais il a fait une belle équation pour montrer que les gaz à effet de serre, c'est tout ça. Et en France, en fait, on se rend compte que depuis 1990,
on a été très bon. Hein. On a baissé de 9% nos émissions de gaz à effet de serre. On a réussi à améliorer de 12% la quantité de gaz à effet de serre par unité d'énergie, de 25% en 40 ans, tenez-vous bien, la quantité d'énergie dans un euro, et après, on a réussi, et ça c'est bien parce que c'est ce qu'on regarde tous, à faire doubler notre croissance depuis 1990. Donc le PIB a été multiplié par 2. Alors on est content, mais je rappelle, on a un objectif politique, facteur 4. Comment est-ce que je fais pour diviser ça par 4 avec mes autres équations? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Considérons que c'est l'énergie qui est un facteur d'ajustement. C'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre que je peux avoir dans l'énergie. Ben, si je considère que je veux continuer ma croissance d'habitants, que j'aimerais bien quand même garder 2% de croissance parce que ça nous aide hein, en tant que politique, d'avoir 2% de croissance, parce qu'on se rend compte que ça devient difficile, mais bon, voilà, on aimerait bien, et qu'on va être très ambitieux et qu'on va baisser la quantité d'énergie dans un euro par un facteur 2 sur les prochaines 40 années, ce qui est énorme puisqu'on a fait 25% en 40 ans, et que c'était le plus simple, eh bien alors je devrais diviser ma quantité de carbone dans une unité d'énergie d'un facteur 6. Alors qu'on a déjà du nucléaire qui est peu carbone, ça va pas être facile. Hein. Si ça marche pas, ben, on aura des ajustements sur le reste. Le reste, c'est quoi? Ça peut être l'économie. Ce serait dommage qu'on doive baisser notre richesse par personne d'un facteur 3 en 40 ans. On aurait 3 fois moins chacun. Mais on serait toujours 70 millions et on aurait réussi à faire 10% d'amélioration, ce qui semble raisonnable. Et si ça ne marche pas, on peut toujours agir sur le volet nombre d'habitants. Devenir une France à 10 millions d'habitants qui vivent sereins. Vous voyez ici, on enlève 5/6 dans la salle et on continue. Ça simplifie les choses. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on rigole, mais ça, c'est ce qui gouverne le monde dans lequel on est. On peut ne pas le regarder, si on a envie, mais il faut avoir cette vue globale pour comprendre, si on veut mener une politique, il faut la mener jusqu'au bout, en tenant compte de tout, et pas se voiler la face sur certains paramètres. Alors maintenant qu'on sait ça, il faudra qu'on prenne des décisions. Quelques enjeux et quelques défis. On a grosso modo un monde aujourd'hui qui est individualiste, hédoniste, on pense d'abord à soi, c'est en noir parce que c'est pas drôle, où chacun se compare à son prochain. Si mon voisin a acheté une Porsche, je veux une Ferrari, une grande télé, je veux une plus grande télé. Un monde dans lequel la vitesse, l'accélération du temps est devenue quelque chose de fondamental. On doit faire plus de choses, on est productif dans le temps, et ce temps est marchandisé. Tout devient achetable, presque. Et enfin, le low cost a repoussé les barrières du seuil de désirabilité, ce qui cause des grosses emmerdes. Donc ça pose des problèmes de surconsommation, de consommation positionnelle par rapport à quelqu'un d'autre, et schizophrénique, parce que j'arrive plus à m'en sortir. Animé, bon, je vous passe tous ces détails, on va gagner un peu de temps. Parce que le temps qui, voilà, il y a tout de suite, il y a le garde-temps qui s'est mis en route. Et donc on a quelques défis. On a un défi sur une société vieillissante que vous connaissez, je ne vais pas m'attarder là-dessus, financement des pensions, une pyramide qui devient en fait un rectangle plutôt démographique, un gros potentiel de loisirs pour seniors et de tourisme résidentiel pour vieux, donc il faut s'en saisir ou choisir de ne pas le faire. La financiarisation du monde pose un gros problème parce que du fait que vous êtes couvert d'à peu près tous les risques, ça vous empêche de penser à une solution qui pourrait être plus efficace que le fait de ne pas l'avoir. On a des problèmes d'entraide, on a des problèmes de courage qui sont dus à tout ça. On a un problème de démultiplication des vitesses d'évolution de la société, parce que malgré tout on creuse encore les inégalités, et on a un problème de penser que tout le monde part à l'ouest en Asie, où c'est là que ça va se passer le monde de demain, et que donc l'Europe ne devient plus qu'un petit poucet dans le monde. Ça c'est pas cool. Un autre problème social qui est très important et que vous allez avoir en Bretagne aussi, c'est ça. Génération Y, génération Z qui sont en train de se faire sacrifier, parce que tous les vieux s'accrochent à leur poste aujourd'hui. Il y a un problème sur lequel vous allez être confrontés, c'est une baisse généralisée des revenus du public au sens large, que ce soit par la perception des centimes additionnels communaux ou autres, qui vont faire en sorte qu'il va falloir repenser la manière dont on mobilise l'argent public pour qu'il soit rendu très efficace, en tout sens. Ok, ça je vais vous raconter, c'était sympa, c'était un petit truc quand on avait 1 heure, mais j'ai pas le temps de vous l'expliquer. Alors, 50% des gaz à effet de serre dans le monde, près de 75% en France, c'est de l'énergie.
l'énergie va être soumise à des coûts croissants puisque son stock est limité et elle va devenir de plus en plus chère. Il ne faut pas croire que parce que vous avez du nucléaire, tout va bien aller. L'énergie nucléaire, c'est aussi une énergie de stock, donc elle est aussi finie. Hein. Pas de bol. En gros, l'Union européenne est vraiment mal en point puisque on est la région au monde qui consomme le plus et qui avons le moins de réserves, donc qui sommes le plus dépendants par rapport à l'extérieur. Il faut mesurer l'efficience énergie-échelle de toutes vos politiques pour justement maximiser les énergies. Et si vous ne le faites pas, ben vous n'allez pas réussir à faire des politiques efficaces comme ça. Vous devez vous protéger des risques, votre population, vos activités à vous, des activités de votre proche sur vos territoires, tant du point de vue climatique, mais aussi, comme on l'a dit, des ressources, du manque de ressources, du manque de matières premières, de l'impossibilité à opérer dans leur chaîne de valeur, c'est important, et créer de l'activité résiliente sur les territoires. Qu'est-ce que j'entends par là? Je pense qu'il ne faut pas faire que moins. C'est pas possible comme discours. Donc il faut aussi attirer des gens, créer des compétences, maximiser une valeur ajoutée, mais si on fait ça et qu'en même temps on veut faire un plan de descente énergétique, diviser par 4 nos émissions sur le territoire, ça veut dire tout fermer. Hein. Donc il faut trouver des nouvelles activités qui à la fois vont réparer les problèmes environnementaux, générer de l'emploi, générer de l'activité, qu'on va pouvoir exporter au-delà, basé sur nos problèmes à nous. Quels sont mes problèmes? Comment est-ce que je les résous? Sans penser que l'assurance va tout résoudre, nécessairement. Ça, je pense que c'est important. Donc, on retrouve la tendance négawatt. D'abord moins, puis mieux, puis autrement, mais aussi autrement. Or, aujourd'hui, on a eu tendance à dire qu'il faudrait faire ça comme ça, mais toutes les politiques ont été construites. On va d'abord faire ça parce que ça, c'est de l'emploi, et on se préoccupera de ça plus tard parce qu'on pense que dans la théorie économique classique, les gains d'efficacité ont été faits. Pas vrai, hein, on ne sait pas compter, on ne sait pas mesurer l'énergie, on ne sait pas mesurer les gains qu'on gagne. On n'a aucune idée de la rentabilité d'une économie d'énergie aujourd'hui. Et quand je reçois un chèque de EDF parce que j'ai mis un panneau solaire photovoltaïque, c'est pas la même chose que quand je reçois une facture qui me dit « Oh, monsieur Chaumet, vous avez consommé 700 € d'électricité. » Et évidemment, j'avais fait un investissement économiseur d'énergie parce que j'avais isolé mes fenêtres. Mais il n'y a personne qui me donne un chèque pour ça. C'est dommage. Donc si on faisait de l'économie d'énergie une monnaie complémentaire sur les territoires, là on commencerait à créer un vrai acte de résilience. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du SCOT? Plusieurs choses. Je crois qu'on l'a entendu, hein. On a vraiment un cœur urbain très fort, on a des zones plus rurales alentour, on a même un peu de mixité. Il faut bien comprendre que l'urbain doit être connecté à son hinterland et qu'ils doivent s'échanger des services. Et quand je dis s'échanger des services, je veux dire de manière monétarisée. Parce que l'un dépend de l'autre et inversement. On a besoin de la ville comme attracteur d'emploi. On a besoin de la ville comme gain d'efficacité. On a besoin de la ville comme phare territorial. Mais on a aussi besoin des communes plus petites, qui sont là pour rendre des services écosystémiques, qui sont là pour purifier l'air, qui sont là pour fabriquer la nourriture, qui sont là pour héberger les gens, parce qu'on ne peut pas tous les mettre en vie les uns sur les autres non plus. Donc, il faut faire attention à ça, et ce lien doit être renforcé, et doit être construit. Je pense quand on parle à l'échelle d'un SCOT, on doit réfléchir plutôt à l'échelle de la territorialité pour la majorité des choses, et même si ça ne vous fait pas plaisir, hein, messieurs, dames des élus des communes, et réfléchir à ce qu'on veut vraiment mettre encore à l'échelle de la commune elle-même. Parce qu'il y a beaucoup d'alliances qu'on peut créer pour travailler sur les justement sur les liens entre Internet et ville. On pourra en rediscuter dans les questions-réponses, hein. On va gagner du temps. Exemple, rénovation du patrimoine bâti existant. La formation est cruciale, tout le monde le sait, mais pourquoi ne pas les former sur le tas? On a tellement de travail dans la rénovation à faire qu'il faut le lancer comme ça, mais par contre il faut des mécanismes financiers adaptés, parce que les personnes âgées détiennent le capital généralement le patrimoine bâti, et elles ne veulent pas nécessairement le céder aux générations futures. Donc un des grands leviers à faire sauter, c'est comment est-ce que je fais pour céder les bâtiments anciens à rénover, pour qu'ils puissent être utiles pour d'autres. Bon, on pourra discuter, on en a réfléchi. Réduire le besoin de déplacement, des tas de solutions existent. Le logement avec l'abonnement des transports publics qui est inclus dedans pour tous les habitants pendant 10 ans, on a inventé ça en Belgique, ça marche pas mal, c'est assez rigolo. C'est payé au moment de l'achat du logement.
Donc tu n'as même plus ton frais de déplacement est compris dans le crédit que tu prends à la banque. Facile. Tu as les 5-10-20 à Breda, que vous connaissez tous. Personne connaît les 5-10-20 ? Non ? Parfait. Tout équipement doit être accessible à 5 minutes à pied, 10 minutes en vélo, vous voyez, donc on a 5 minutes en voiture, 10 minutes à pied, 20 minutes en vélo, et donc on construit la ville de cette manière-là, de façon à créer les pôles. On a des discussions sur qu'est-ce qu'un pôle vert, qu'est-ce qu'un pôle bleu, comment est-ce que ça fonctionne. On peut avoir le temps, est une donnée très importante à utiliser pour ça, puisqu'elle détermine la manière dont on pourra utiliser le temps pour effectuer le déplacement. Les circularités maximales à chercher, je pense qu'on raisonne très souvent en se disant « Ouais, moi j'aimerais bien avoir ça chez moi, ça va être super. Et si on pouvait faire ça là, ce serait bien aussi. » Et on construit, on jette des dés et on construit des cartes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce qu'on a, de ce qui existe, du potentiel, et notamment du potentiel non valorisé? Imaginez que je sais que j'ai ça, il me manquerait un gars qui pourrait faire ça, et là ensemble on pourrait construire quelque chose de plus grand. Et donc on ferait des appels à projets. Des appels à projets pour dire ah ben, tel coproduit n'est pas valorisé. Créons une sorte de écologie industrielle territoriale, si vous voulez. Mais pas juste avec les industries, avec les humains, avec les savoirs. On peut. Là, le sky is the limit, comme on dit en Angleterre. Alors ça, c'est un autre truc super important. On est dans une société curative, hein. Ok? On est toujours en train de dire oh zut, un bobo, il va falloir le réparer. Et on oublie qu'on pourrait très bien développer à fond les politiques préventives. Il y a un type très sympa dans la Sarthe qui développe un truc magnifique sur la santé, qui, avec l'alimentation dans les cantines scolaires, qui fonctionne du tonnerre de Brest, et on voit une réduction drastique de la... comment est-ce qu'on appelle ça? Des taux d'enfants qui sont trop gros, hein, finalement. Donc, j'ai deux hésiter, merci. Je sais, les mots sont compliqués. Ça fonctionne pour les inondations aussi, ça fonctionne pour l'énergie, ça fonctionne pour d'autres choses. On doit pouvoir oser renverser le modèle pour proposer des innovations dans le sujet. L'économie circulaire, c'est un peu dans le même temps. Il me reste sans doute une demi-minute, même pas. Donc pour conclure, voir grand, coordonner à l'échelle du scope, renforcer les liens humains, parce que il n'y a que des êtres des individus qui prennent des décisions. Hein, vous êtes tous des individus. C'est à vous de décider j'y vais ou j'y vais pas. C'est aux citoyens de décider j'y vais ou j'y vais pas. Et vous avez tout intérêt à être bien à l'écoute de votre base. Donc ça c'est important. Renforcer les synergies urbain, périurbain, campagne. Les monnaies complémentaires pour favoriser la transition. En Suisse, il existe une monnaie qui s'appelle le WIR. W-I-R. Quelqu'un connaît? Elle existe depuis 85 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les périodes de go-down économique, l'activité de la monnaie complémentaire entre les entreprises, elle monte. Et quand tout va bien avec ses pleines croissances, elle baisse. En gros, qu'est-ce qu'elle arrive à faire? Elle arrive à éponger les problèmes des boîtes. Alors c'est une monnaie inter-entreprise, mais rien n'empêche de créer des monnaies à l'échelle des territoires aussi. On a vu économie d'énergie, on l'a vu pour les services rendus entre la campagne et les zones de transition, on l'a vu aussi pour plein de choses. Un futur désirable et désiré, il faut regarder positif, communiquer positif, sinon on ne s'en sort pas. J'ai plein d'autres choses à vous dire, mais on va s'arrêter là, je voulais juste vous montrer ça. Quand on parle CO2, moi j'ai un énorme problème, et c'est promis j'arrête. On dit, ouais, dans un ménage français, l'électricité, 1 tonne de CO2, le chauffage, 4 tonnes de CO2, et les transports, entre 6 et 10 tonnes, selon que vous soyez très fortement automatisé ou pas. Total, 15 tonnes de CO2 par an. On en parle beaucoup, hein. Mais vous en connaissez beaucoup, vous. Est-ce que vous pensez que votre vie se résume à consommer de l'électricité, chauffer votre bâtiment et vous déplacer? Moi, c'est pas ma vie. Hein. Et pourtant, on parle que de ça quand on dit les ménages doivent réduire. Or, les ménages, ils font des achats. On a parlé du commerce. Les achats d'un ménage moyen, c'est environ autant... Désolé, j'ai tout cassé. Mais ça tient encore. Les achats d'un ménage moyen, c'est environ autant de CO2 que tout le reste. Et puis, pour faire ces achats, il faut gagner sa pitance, comme on dit par chez nous. Et pour gagner ta pitance, ce serait bien que tu aies un boulot, une activité.
Et selon que tu sois employé dans le secteur social, dans le secteur environnemental ou dans l'industrie lourde, les émissions de gaz à effet de serre par tête de pipe dans ton job, elles vont être de 10 tonnes de CO2 à 100 tonnes de CO2 par an, à peu près, hors de grandeur. Donc évidemment, pour gagner sa croûte de pain, on émet du CO2. Et si on a la chance de gagner un peu plus que ce qu'on a besoin pour dépenser ici, là et là, eh bien, il nous reste de quoi capitaliser, de quoi boursicoter, de quoi faire des placements financiers, de quoi prendre des assurances un peu plus élevées sur la vie, sur le machin, sur le brûle. Et chaque Français a à peu près 50 tonnes de CO2 dans des placements financiers, messieurs dames. Alors si moi j'étais vous, en étant prévu, je focaliserais mon attention non pas sur comment est-ce qu'on va faire pour baisser le chauffage, même si c'est important, mais sur comment est-ce qu'on va faire pour que les investissements et l'épargne servent à financer la transition énergétique sur mon territoire. Comment est-ce que je ramène l'argent que chacun détient dans des comptes et qui sert l'économie mondiale à servir mon territoire à moi? Ça me semble être la top des priorités pour vous. Ok? Et je vais m'arrêter là. J'espère que c'est clair. Merci. Je ne sais pas si les questions c'est maintenant ou après. Alors c'est maintenant les questions. Vous n'avez pas eu le temps. Ah, s'il n'y a pas de questions, j'ai encore de quoi vous causer un quart d'heure. Il n'y a pas de problème. Ah, monsieur. Oui, j'ai une question. Là, on a vu comment il fallait économiser, partiellement comment il fallait économiser le gaz à effet. Mais on vient de voir comment il fallait économiser en tant que particulier le gaz à effet de fer. Par contre, de serre. Par contre, ma question, c'est de savoir quelle part faut-il en énergie renouvelable, justement pour arriver un petit peu aux objectifs qui sont fixés, parce que ça également, je pense que ça contribue à faire baisser le GES. Oui, tout à fait. Donc il y a deux choses qui sont fondamentales. Baisser sa consommation. Si on veut faire quelque chose d'efficace, il faut commencer par baisser sa consommation d'énergie pour que la part des énergies renouvelables augmente. Parce qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas tant que la croissance était là, on va dire ça comme ça, je ne sais pas pourquoi en 2010, l'augmentation de la consommation d'énergie totale masquait complètement en proportion l'augmentation des énergies renouvelables, si vous voulez, en ordre de grandeur. Donc maintenant, on commence à être dans un canevas intéressant où notre consommation d'énergie s'est plus ou moins stabilisée en France, et donc la croissance des énergies renouvelables va pouvoir commencer. Le seul hic, c'est que la principale énergie renouvelable, c'est la biomasse, le bois en d'autres termes, qui est exploitée depuis des décennies. Et donc toutes les énergies dont on vous parle, des nouvelles énergies, elles représentent un pouillème de la consommation d'énergie française à ce jour. Alors certes, elles sont en croissance rapide, mais quand on part de zéro et qu'on met 50% d'augmentation par an, ça fait toujours que 0, quelque chose. Et il faut beaucoup d'années pour que ça augmente. Je pense qu'en tant que politique, il faut avoir une vue sur le très long terme par rapport aux énergies renouvelables, tout en restant, en ayant à l'esprit que c'est l'autoproduction qui prime dans ces cas-là. Parce que l'autoproduction, c'est-à-dire produire pour consommer moi-même, est plus efficace que de soutenir des industriels de la production d'énergie renouvelable qui ne bénéficient pas aux citoyens. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que dans ce cas-là, c'est le citoyen qui paye pour financer des industriels, et c'est pas ça qu'on veut. Ça ne crée pas d'autonomie, ça ne crée pas de réduction de coûts. Okay, on a tout intérêt à revoir le système pour qu'on favorise les systèmes d'autoproduction à l'échelle individuelle, tout comme à l'échelle industrielle. J'espère que je réponds un peu à votre question. Pour les proportions d'énergie renouvelable qui sont réalistiquement couvrables dans les besoins, on a un objectif qui est de 20%, vous le savez, en 2020 de l'échelle européenne, qui se traduit à 13% en France, je pense. C'est un objectif qui risque de ne pas être atteint pour 2020, mais c'est probablement presque un maximum qu'on pourrait arriver. Pour cette proportion ne pourrait augmenter que parce qu'on baisserait notre quantité d'énergie fossile. Parce que vous savez que beaucoup de ces énergies sont intermittentes, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent que quand il y a du vent, que quand il y a du soleil, que quand il y a de la marée. Donc évidemment, on ne peut pas les utiliser à 100% du temps. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur les capacités de stockage qui nous permettent de créer des buffers, on est coincé. Bien.
Non, juste pour rebondir un petit peu, en gros, faut-il mettre des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux? Et je mettrais en deux éléments, lieu de fabrication des panneaux et arnaque, on a vu ça dans le journal récemment. C'est-à-dire que si c'est un budget communal constant, je vous dis qu'il y a des actions plus efficaces à faire avant. Ok? Ça vous va comme réponse? si vous avez de l'argent à dépenser et que vous trouvez que ça vous aide dans votre visibilité, pourquoi pas? Mais c'est peut-être pas là. Si on pense à mesure d'efficacité, si je vous dis, on prend chaque euro que vous dépensez, on regarde combien de tonnes de CO2 vous émettez ou vous faites économiser, c'est peut-être pas la meilleure mesure à mettre en œuvre aujourd'hui. Par contre, sur le long terme, c'est payant. Si EDF change sa politique tarifaire, qui est aujourd'hui un tarif de rachat et pas une autoconsommation, comme j'expliquais à monsieur tout de suite. Si vous arrivez à couvrir vos besoins avec des panneaux solaires et à pouvoir sortir complètement du réseau électrique, là ça devient très intéressant, que ce soit des panneaux solaires ou autre chose. Hein, là je défends un point de vue qui est très personnel et je suis sûr qu'on est plein à ne pas être d'accord.